La partie positionnement du COMEX, ça me permet de vraiment être au cœur de la stratégie, d'être au cœur de la véritable lien avec le business. Mais surtout, c'était pour moi un enjeu plutôt qu'une pression. Dans le sens, c'était pour moi l'occasion de faire bien et puis d'intégrer vraiment l'IT au cœur du business et de transformer une IT un peu technologique en véritable business partner. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Blin, le DSI du groupe Motul. Mathieu, bonjour, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bonjour, enchanté. Mathieu Blin, donc je suis le DSI du groupe Motul, effectivement, groupe international et familial. Et je suis arrivé à peu près en 2020, donc bientôt 5 ans à la tête du groupe, côté en poste CIO et CISO. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant ça ? Oui, en fait, là, j'ai un parcours assez éclectique. J'ai 2 casquettes. Une casquette vraiment pure IT depuis une dizaine d'années. J'ai commencé côté métier en travaillant dans l'automobile, dans le retail. Donc depuis dans la partie revenu dans la partie automobile, mais côté IT. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cet univers ? Alors, dans les univers que j'ai eu l'occasion de découvrir, qui sont automobile, retail et autres, en fait, c'est à chaque fois le fait que le monde est vraiment très rapide. Il y a vraiment un besoin de digitalisation, d'automatisation, d'optimisation. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fait écho à chaque fois régulièrement dans tous les domaines dans lesquels je suis passé. Vraiment des transformations aussi bien digitales qu'industrielles, avec une véritable expérience aux recherches d'excellence opérationnelle. Donc, quelque chose qui me drive aussi, moi, qui me permet, en ayant commencé chez Renault, ça m'a permis de faire un cursus finalement pour améliorer, optimiser ma façon de faire de la gestion de projet. Et ça m'est resté jusqu'à maintenant. Donc. Et alors aujourd'hui, tu es membre du COMEX. Qu'est-ce que ça change pour toi d'être membre du COMEX en tant que DSI versus un DSI qui ne serait pas membre du COMEX ? Alors au début, on pourrait croire que ça fait une pression en plus. Alors quand je suis arrivé, c'était surtout déjà très opérationnel. C'était récupérer une DSI qui était un peu en manque de lien avec le business, en manque en termes d'organisation, en termes de gestion de projet. Beaucoup de projets qui étaient lancés, mais très peu qui étaient vraiment finalisés. Et donc, la partie positionnement du COMEX, ça me permet de vraiment être au cœur de la stratégie, d'être au cœur de la véritable lien avec le business. Mais surtout, c'était pour moi un enjeu plutôt qu'une pression. Dans le sens, c'était pour moi l'occasion de faire bien et puis d'intégrer vraiment l'IT au cœur du business et de transformer une IT un peu technologique en véritable business partner. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'activité de Motul, notamment la dimension internationale ? Oui, donc en fait, Motul est une entreprise qui existe depuis plus de 170 ans, américaine à la base, française depuis les années 60 du siècle dernier. On est spécialisé dans tout ce qui est lubrifiant pour les moteurs, moto et auto. Et donc, pour ce fait, on est distribué dans 160 pays, présent pratiquement dans une vingtaine de pays. Et donc, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une équipe véritablement internationale qui sont aussi bien en France, en Allemagne, en Espagne, Italie, Mexique. Et donc, il y a vraiment un besoin aussi de faire de la localisation, aussi bien pour les produits que aussi pour les parties informatiques. Quels sont un peu les défis que ça apporte d'avoir, aujourd'hui tu gères à peu près 50 personnes, de pouvoir créer un lien entre ces équipes avec tous ces fuseaux horaires, ces géographies différentes, ces cultures différentes également ? Alors, je dirais que c'est pas le temps spécifique à l'IT. Typiquement, gérer une équipe internationale, c'est toujours compliqué à gérer ou en fait très particulier à gérer, en tout cas plutôt que compliqué. Donc, ça demande des process, ça demande des outils, ça demande beaucoup de communication. Être joignable, alors, globalement, on va pas dire nuit et jour, mais quasiment. On n'a pas un follow the sun chez nous, mais régulièrement les équipes débordent de leur plage horaire. Et surtout, ce qu'il faut, c'est intégrer les personnes régulièrement. Maintenant qu'on a tous l'habitude d'avoir des réunions Teams, Zoom ou Google Meet, etc., c'est plus simple, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce besoin à chaque fois d'essayer de communiquer à toute la partie corporate et pas simplement faire des points pour les personnes qu'on voit au café. Et de façon générale, tu parles souvent de l'importance de l'humain, de la confiance. Comment tu incarnes ça dans ton management au quotidien ? En fait, l'objectif, c'est vraiment d'être proche du business. C'est ce que je faisais déjà quand j'étais chez Revus Company. Donc, quand j'étais Head of Business Application en même temps que CIO, Deputy CIO. C'est globalement, c'est vraiment être au plus proche du métier pour comprendre ce qui se passe. Et donc, avec les équipes IT, c'est à peu près pareil. C'est quelque part, c'est être proche d'eux, leur donner une délégation de pouvoir la plus possible. Donc, comme ça, ils se sentent aussi responsabilisés sur leurs activités. Mais cela n'empêche d'être toujours en backup, en secours, s'il y a des pressions ou des complexifications qui arrivent. Et surtout, c'est en fait leur donner une vision stratégique un peu plus long terme,
parce que régulièrement, les équipes sont dans le feu de l'action, vont réagir plutôt en court terme, et des fois vont pouvoir se perdre en se disant finalement, je ne comprends pas pourquoi je travaille, en fait, en leur donnant une vision long terme, mais ils comprennent pourquoi finalement la politique des petits pas va donner un grand changement au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an. Donc. Aujourd'hui, c'est quoi les initiatives ou les projets qui ont été les plus grands leviers de transformation chez Motul? Alors, on a le choix. Je suis arrivé, il y avait vraiment beaucoup à faire. Il y a une grosse partie qui était fiabiliser la façon de travailler, donc tout ce qui était Modern Workplace, avec un grand projet sur la partie déploiement d'un nouveau VPN. On était sur une solution qui satisfaisait pas tout le monde. L'arrivée de la Covid a augmenté la partie remote travail à distance. Par la dimension internationale au niveau de Motul, il y a beaucoup de personnes qui sont en déplacement régulièrement à l'hôtel, dans les aéroports, en plus d'être en télétravail. Donc il y avait vraiment un besoin d'avoir une solution qui soit la plus facile, stable, pérenne, et qui soit d'une impression que ce soit la même façon de travailler, qu'on soit au bureau, à l'hôtel, ou en déplacement. Donc ça, c'était un gros changement. En plus, on a pris une solution, on est passé complètement d'un MPLS à une solution SASI qui on a été assez ambitieuse pour une ETI comme nous, parce qu'on était relativement Tu peux revenir sur NPLS SASI? Mais en fait, la différence, c'est une protection plutôt périmétrique. Et en fait, derrière, le SASI, c'est une protection qui est beaucoup plus globale. Donc, ça s'approche à un zéro trust. Donc, c'est l'avantage de cette partie-là, c'est que globalement, au lieu d'avoir une sorte de château fort dans lequel on va se protéger, en fait, on va avoir une protection globale de bout en bout. Donc, ce qui va nous permettre d'être protégé, qu'on soit soit en télétravail, soit à la maison, soit dans les bureaux, de la même façon. Donc, il n'y a pas une façon de se dire on a un équipement informatique au niveau des bureaux qui va nous protéger notre flux Internet. Tout va se faire directement au niveau du PC lui-même. D'accord. Donc, c'est ça le gros avantage. Et après, derrière, dans les gros autres chantiers, on avait tout ce qui est accompagner les utilisateurs dans tout ce qui est harmoniser leur processus. On a un turnover assez important, malheureusement, avec aussi bien côté IT, mais aussi surtout côté business, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes en ligne. Et donc, régulièrement, il y a besoin de reformer les personnes. Donc, on a des outils de formation en ligne, de e-learning, mais on a aussi besoin d'harmoniser les process et donc de les aider à simplifier leur façon de travailler. Donc, on a mis en place des systèmes de process mining sur lequel je pourrai revenir un peu plus tard. Il y a les Lemon Learning aussi pour ça? Il y a Lemon Learning qu'on a eu l'occasion de tester. On est sur un SAP ECC6, donc c'était un peu moins facile et on a déjà des solutions natives qui existent. Donc. Alors, vous avez mis en place aussi une refonte assez ambitieuse de l'architecture. Est-ce que tu peux me dire un petit peu où était l'état de l'architecture à la base et là où vous êtes allé et là où vous voulez aller demain? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que mon prédécesseur était plutôt orienté sur un directeur de programme SAP. C'était la mission qu'on lui avait donnée, dans le sens où il y avait vraiment une véritable raison d'orienter Motul vers une dimension internationale. Donc, ce qu'il a réussi à faire en déployant Motul à travers différentes entités, différentes business units, mais un peu au détriment de la partie infrastructure. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivé, on est arrivé sur un serveur SAP qui était plus qu'obsolète, donc on avait besoin de le rafraîchir. Donc, ça a été une grosse activité. Et en plus de ça, pour la peine, on a rajouté tout ce qui était PCA, PRA, donc tout ce qui est les plans de continuité d'activité et tout ce qui est plan de recovery. Donc, ça, c'était une grosse activité qui a permis justement de fiabiliser l'utilisation de SAP. Et aujourd'hui, pour compléter, on est reparti dans une démarche vraiment de vision globale d'architecture d'entreprise qui va nous permettre justement de voir de bout en bout comment on peut optimiser nos ESB, nos ETL, tout nos middleware. Donc, et en plus, la partie architecture data qui va faire partie de ce scope-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place en termes d'IA? Quels sont tes projets peut-être déjà réalisés et les projets futurs? En l'IA, on va dire, c'est relativement nouveau chez Motul. On a fait un séminaire en COMEX en début d'année pour essayer de sensibiliser les personnes du COMEX et puis essayer d'en tirer des use cases. Bon, ils avaient été assez prolixes, donc on est arrivé à peu près avec une 40aine de use cases identifiés. On en a simplifié, on a retenu 2, avec vraiment un focus typiquement business impact fort. Donc tout ce qui est lié à la forecast accuracy,
pour améliorer notre prévision de vente et donc améliorer notre cycle de production et donc améliorer notre supply chain. Typiquement, ça tire beaucoup d'améliorations et beaucoup de ROI derrière. Et après, un autre beaucoup plus use case plus simple pour optimiser, simplifier le travail du customer service qui sont régulièrement appelés à répondre à des questions qui sont régulièrement les mêmes. Donc, on a 2 activités qui sont faites là-dessus. Donc, on va travailler véritablement sur un use case pour après définir la solution technologique. Et en parallèle, on travaille véritablement sur aussi une charte IA parce que l'objectif, c'est pas non plus d'ouvrir l'IA trop vite. Donc, on veut d'abord sensibiliser les équipes pour qu'ils comprennent ce que veut dire l'IA, ce que fait l'IA, ce que fait pas l'IA et les risques associés à l'IA. Donc, c'est vraiment cette partie-là sur laquelle on travaille majoritairement, mais en dans la main avec la RH. D'accord. Et à long terme, tu vois quoi comme évolution qui va impacter votre métier ? Bon, il y a le choix. Donc, on a plein de solutions. On a le customer service, tout ce qui est les VoIP. On peut avoir des moteurs de sélection automatique. On va avoir de l'amélioration de forecast. On va avoir énormément de choses. On est très présent dans la partie marketing produit. Donc, on pourrait imaginer des campagnes préparées vers l'IA, validées par les équipes marketing. Donc, on devrait pouvoir gagner du temps en termes d'activité. Alors, je suis allé un petit peu sur ton LinkedIn et j'ai vu qu'il y avait pas mal de sujets autour de la meilleure communication au sein des équipes IT. Pourquoi c'est important pour toi et pourquoi tu penses que c'est stratégique ? Alors, c'est vrai que là, depuis quelques temps, on a lancé un grand chantier qu'on appelle ComIT au sein de Motul, qui a été lancé et présenté aux équipes il y a 1 an lors d'un séminaire IT. Alors, il y a plusieurs objectifs. Il y en avait un, c'était globalement faire monter les équipes IT sur la façon de valoriser leur travail. Donc déjà, faire savoir aux équipes Motul ce qu'ils font. Donc là, on avait fait des vidéos qui avaient été présentées, qui avaient été tournées l'année dernière, où les personnes représentaient, expliquaient ce qu'ils faisaient au day-to-day. Ça a permis justement aux personnes de Motul de comprendre qu'une personne est là depuis 30 ans, qu'elle a évolué, que globalement, ce n'est pas de l'IT pour de l'IT, qu'elle voit vraiment le lien qu'il va y avoir derrière. C'était aussi pour mes équipes IT pour apprendre à communiquer, principalement en situation de crise, quelque part. C'est pour avoir un discours posé, des templates, etc. Donc, pour qu'on puisse avoir une communication qui soit pratiquement la même, que ce soit, quelle que soit la personne qui soit présente le jour où il y en a un incident. Ça a permis aussi de valoriser l'IT à l'extérieur pour pouvoir fidéliser les personnes, pour pouvoir aussi recruter. Donc non, c'est un véritable chantier sur lequel ça a permis justement de créer plus de liens. On a régulièrement fait de la communication sur Viva pour justement faire connaître plus notre communauté IT et faire comprendre, c'est ce qui a réussi à changer, c'est que vraiment l'IT est vraiment le business partner du métier, c'est-à-dire le partenaire du métier. Et donc c'est vraiment cette partie-là qu'on voit maintenant, on peut pratiquement plus faire grand-chose sans mettre de la technologie derrière. Et donc, quelque part, on est là en apporteur de solutions et en innovateur. Donc. Tout à l'heure, tu me parlais du process mining. Ça avait l'air d'être un gros sujet pour toi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, en fait, le process mining, il est arrivé d'un constat où, globalement, on a SAP depuis plus de 20 ans, déployé dans une quinzaine de business units. Pas toujours avec la même façon de faire. On est censé avoir un corps modèle. Donc, globalement, techniquement, on a un corps modèle. Après, dans les faits, le business, un CFO va traiter une commande différemment, va traiter un PNL différemment. Donc, on avait besoin d'harmoniser, de simplifier cette partie-là. Et en fait, au lieu de faire une série d'interviews via des cabinets de conseil et puis que, globalement, on n'aura eu que 60% des use cases qui seront identifiés, on est passé véritablement par un outil qui s'appelle Signavio, qui est déployé par SAP, qui nous permet justement de voir, d'identifier toutes les workflows qui existent, toutes les procédures qui sont utilisées, toutes les transactions qui sont utilisées. Et donc ça a permis justement d'identifier où étaient les gains en productivité. Donc on a attaqué plutôt par des quick wins au début, pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait changer au quotidien. Peut-être qu'on va juste faire changer une transaction en Allemagne pour qu'ils puissent gagner du temps, ou une transaction en Italie pour gagner du temps, un setting particulier au Brésil pour optimiser la façon de faire. Et après, derrière, l'outil, c'est de creuser au fur et à mesure. Donc, on a trois niveaux de priorité, du P0, P1 et P2, qui sont étalés jusqu'en 2027. Tout ça pour préparer finalement, après, derrière, le bascule sur S4HANA. Donc, l'objectif, c'est d'harmoniser, simplifier
limiter le nombre de spécifiques qu'on va avoir à traiter. Et puis comme ça, quand on va basculer sur S4HANA, tout le travail aura été fait en amont. Et donc, c'est un projet qui a vraiment été identifié au niveau du COMEX, que je partage avec le Chief Change Officer qui est arrivé il y a 2 ans. Donc, qui est vraiment visibilité régulière. Donc. Alors, comment tu abordes le sujet aujourd'hui de la conduite du changement dans ton département ? Alors, le change management, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, parce que je considère que tout changement technologique doit être accompagné. Et sur la partie IT, globalement, on a changé énormément toute la partie operating model. J'avais une équipe qui était très SAP-centrique quand je suis arrivé, et moi je voulais une équipe qui soit beaucoup plus en apporteur de valeur sur tous les pans de la société. Donc on accompagne le RH, on accompagne la supply, on accompagne la finance, on accompagne le marketing, on accompagne pratiquement tous les départements. Donc on a eu l'occasion de changer. Et donc à chaque fois, c'est souvent étape par étape, c'est petit pas par petit pas. Donc c'est vrai que j'ai des équipes des fois qui m'ont dit 1 an et demi après, je comprends enfin pourquoi tu as changé ça il y a 6 mois, donc c'était intéressant. Donc c'est vraiment cette partie-là qu'on aime bien faire. Et après, régulièrement, on fait des rétex, plutôt en méthode KISS. Là. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Donc pour se dire, on utilise un template pour faire nos get review qui permet de faire des go-no-go pour se dire on compte stop ou encore sur des projets. Finalement, 1 an après, on regarde en disant est-ce que la façon dont on utilise c'est bien, comment on peut l'améliorer. Donc il y a ce besoin de se rafraîchir régulièrement qui permet de garder la dynamique. Tu es aussi mentor à Dauphine, tu accompagnes des étudiants depuis déjà plusieurs années. Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement, mais aussi personnellement ? Alors en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu assez rapidement. J'avais accompagné mon école d'ingénieur, ensuite après j'avais accompagné aussi Centrale, et puis là j'ai fait vraiment du Dauphine parce que c'était un contrat qu'on avait avec Motul, donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et c'était vraiment très agréable parce que pour la peine, ça permet d'avoir un peu de fraîcheur, de voir un peu la façon dont les étudiants attaquent un projet. C'est souvent sous un autre prisme. On avait vraiment une étude de projet complète. Donc, quelque part, c'était pas juste, je donnais pas des cours, mais c'était, je leur donnais un sujet sur lequel ils devaient travailler, ils devaient faire les spécifications fonctionnelles, les spécifications détaillées. Et au fur et à mesure, je les accompagnais. Globalement, il y avait un gagnant, pas un gagnant, etc. Mais c'est vraiment que c'était agréable parce que pour la peine, moi, j'utilisais leurs outputs pour mes inputs en tant qu'input sur mes projets. C'est quelque part, c'était l'occasion. Donc, c'était vraiment à chaque fois, c'était un projet véritable, véridique que je leur donnais. Donc, comme ça, ils comprenaient très bien que ça Comme quoi, ça par exemple ? On avait fait un site web pour tout ce qui est partie intranet IT. Okay. Donc, qu'on a mis en place sur un SharePoint. Donc, globalement, c'était comment ils voyaient les choses, qu'est-ce qu'ils voyaient pour améliorer justement la partie communication entre nous, un peu une vision transverse. Donc, c'est des choses qui étaient très agréables. Donc, que j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc. Alors, je me permets de vous interrompre un petit instant pour vous parler de Lemon Learning, l'entreprise que j'ai créée il y a maintenant plus de 10 ans. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide la plupart des grands groupes français à faire en sorte que le logiciel soit bien utilisé. Donc, on va mettre des guides interactifs, on va mettre des pushs, on va mettre des infobulles directement dans le logiciel. Et maintenant, on a même ajouté de l'IA avec un chatbot et des fonctionnalités d'IA avancées. Ce qui fait qu'on va enfin pouvoir améliorer la prise en main et l'adoption des logiciels et remplacer les modes opérateurs que personne ne lit. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, vous avez le lien en description de cette vidéo. Merci. Allez, on reparle sur l'épisode. Alors, tu es aussi RSSI. Qu'est-ce que tu as mis en place en termes de sécurité et qu'est-ce qui te semble aujourd'hui le plus efficace en termes de solutions ? Alors, c'est vrai que en arrivant chez Motul, on est arrivé sur une entreprise qui grandissait très rapidement, un besoin de digitalisation qui était mené très rapidement, même si le socle technique n'était pas encore tout à fait prêt. Donc, il y avait besoin un peu de monter le socle technique en même temps qu'on montait la transformation digitale. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques de sécurité. L'entreprise étant en visibilité mondiale, ça a rajouté une couche en plus. Donc, il y avait vraiment besoin de rajouter cette partie-là. Donc, j'avais pris la casquette de CISO avec mon dimension COMEX. Et derrière, après, je me fais accompagner par un RSSI de service. Ce qui fonctionne très bien. Et en fait, là, la difficulté, c'est un métier de passionné qui est très passionnant, qui peut amener des fois des frustrations parce qu'on a envie de tout déployer d'un coup. Donc après, on a des problématiques de budget, des problématiques aussi de conduite du changement. Quelque part, on voudrait mettre plus rapidement, mais même les équipes IT où le business n'est pas prêt parce que globalement, il faut leur faire comprendre pourquoi on va changer ça. Donc, on a vraiment mis en place ce qui était franchement très visible, c'est la partie email protection d'email.
Donc globalement, on est arrivé à un moment donné à vraiment une saturation avec des spams un peu trop régulièrement. Donc on a déployé un outil et on a entre 40 et 60% du flux des spams qui ont disparu. Donc et cet outil, il agissait à quel endroit du coup? Directement sur la messagerie, donc en filtre en amont de la messagerie. Okay. Donc ça, c'est vrai que c'était tout bête en fait, en termes de sécurité du serveur mail. Donc c'est vrai que c'est tout bête, mais c'est vrai qu'en fait pour la peine, les gens, en fait déjà ils ont moins l'impression d'être pollués par des spams. Et deuxièmement, moi ça limite aussi ma surface d'attaque parce que s'il y a moins de mails un peu frauduleux qui passent quelque part, moi je suis plus serein aussi. Donc c'est vrai que c'était plutôt un quick win. Donc. Alors est-ce que tu peux me parler un peu de ta stratégie cloud maintenant? Alors, stratégie cloud, en stratégie déjà hébergement, on est en hybride, donc on a du data center d'un côté et du cloud de l'autre. On a fait un move to cloud il y a à peu près 4 ans et demi. On a fait un gros travail sur la partie landing zone, qui est un peu nécessaire. On a splitté, on va dire, en deux, pour faire simple. On a vraiment la partie back-office, front-office sur du Azure. Donc, comme ça, on a eu le temps de vraiment faire un landing zone qui soit le plus sécure possible, sur lequel on a mis en place notre plateforme B2B qui représente plus de 60% de notre chiffre d'affaires qui passe par cette plateforme. Et après, on a un site web qui est hébergé sur du Amazon qui nous permet de gagner en vélocité sur le déploiement de certaines solutions, mais donc après, derrière, qui est moins chronophage en termes de supervision. Et après, on a tout accompagné, bien entendu, avec des best practices. On a un centre cloud, un centre d'excellence en cloud. On a un centre d'excellence en cloud qui nous permet justement de déployer en Terraform pour être au standard DevOps. Alors, tu me disais qu'il y a quand même pas mal de turnover dans le secteur. Comment tu fais aujourd'hui pour attirer et fidéliser les talents? Et c'est quoi la culture d'entreprise aussi? Comment ça s'inscrit dans la culture d'entreprise de Motul? Pour attirer les talents, moi je fais beaucoup d'interventions dans des séminaires, dans des podcasts, dans des vidéos, dans des interviews, histoire de valoriser aussi la dimension de l'IT. On a fait beaucoup de liens avec les partenaires aussi pour pouvoir faire des séminaires chez eux pour que les équipes IT puissent se rendre compte de ce que ça donne et puis après derrière dans leur cercle faire connaître Motul là-dedans. Donc on a des gros travaux là-dessus. Après derrière on a fait pas mal de communication avec des vidéos justement qu'on a mis en place dans différents sites pour se faire connaître. Après, pour retenir les talents, c'est une vraie question, c'est une vraie problématique. On a l'avantage de Motul d'avoir une marque, une identité très forte. Donc c'est vrai qu'en étant international, on a l'avantage d'avoir des équipes IT qui peuvent se déplacer au Brésil, en Espagne, au Mexique. Donc c'est un peu plus, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui ont envie de découvrir le monde. Après, on a une forte culture proximité business. Donc c'est ça qui est intéressant. Avec l'IT, on est vraiment apporteur de solutions et d'innovation. Donc, en fait, après, les gens sont plutôt invités à faire part de leur savoir-faire, de leurs initiatives. Et donc, après, on essaie de la valoriser. Donc, la partie Shadow IT est plutôt valorisée. Donc, la Shadow IT par l'IT est valorisée. Donc, on a fait du low-code, no-code, qui nous permet justement d'accélérer le time to market. Donc, ça, c'est des choses qu'on a pu faire. Et c'est vrai qu'après, la culture d'entreprise chez Motul, c'est un vrai sujet qui est porté par la responsable de la marque. On est en train de retravailler sur tout ce qui est le brand narrative, donc pour déjà en interne pour se repositionner. Donc Motul va être obligé de changer parce qu'avec les véhicules électriques, on va avoir des problématiques à long terme, donc on a besoin de se retransformer avec d'autres pistes de travaux, avec refroidissement par huile, etc. Donc c'est là-dessus qu'on va retravailler, une dimension RSE, donc il y a toute cette partie-là qu'on est en train de retravailler. Après, on a une Motul, on a à peu près sur les mêmes profils, ce sont des personnes qui sont très hands-on, donc des gens qui, aussi bien d'un côté ont la vision stratégique, mais qui sont très opérationnels. Donc c'est vrai que c'est là-dessus, en fait, où ça passe, ça casse quelque part. C'est qu'on sait assez rapidement quand on recrute quelqu'un si ça va fitter ou pas, s'il y a une véritable culture qui fait qu'on est vraiment au service du business, en apportant de valeur régulièrement. Donc c'est ça la culture de l'entreprise qui est assez particulière. Donc. Alors rien à voir, est-ce que tu as un exemple d'erreur qui t'a fait grandir? En fait, toutes. Donc toutes les erreurs, en fait non, globalement, voilà, pour moi, c'est à chaque fois qu'il y a une erreur, c'est quelque chose qui me permet de me remettre en question. Après, il y a des grosses erreurs, des petites erreurs, mais c'est vrai qu'en fait, après, derrière,
si on fait une erreur, c'est qu'on a essayé. Donc moi, c'est quelque part, c'est le message aussi que je fais passer à mes équipes. C'est qui ne tente rien à rien. Donc quelque part, si vous n'avez pas essayé, vous risquez pas d'échouer. Donc on fait régulièrement des rétextes en interne. Donc, et je fais mes propres rétextes, bien entendu. Est-ce que tu fais partie de réseaux de DSI? Est-ce qu'il y en a que tu recommandes particulièrement? Oui, je peux en recommander particulièrement. J'en fais plusieurs qui m'apportent à chacun son niveau de satisfaction. Donc après, c'est aussi bien côté CIO, aussi bien côté digital, côté data. Et tu peux en citer quelques-uns? Là, je fais des interventions chez République IT. J'ai fait une émission dernièrement là, chez Risk Intel, donc côté plutôt CISO. Je suis dans les big boss depuis plus de 5-6 ans. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire partie d'un réseau dans lequel je peux partager. Les big boss, c'est que des DSI? Non, justement, c'est pour ça qu'en fait, après les big boss, moi j'y vais pour la partie CIO, la partie cyber, la partie data. Donc en fait, je fais un peu du picking en disant à chaque fois je vais dans des événements qui me vont bien. Après, ils sont très orientés marketing. Et puis IT République, c'est beaucoup plus CIO et puis CISO dans lequel. Donc là, j'avais postulé justement à l'IT Night. Bon, j'ai pas gagné, mais au moins mes équipes qui étaient présentes, elles étaient invitées dans le salon, dans le théâtre. Donc elles étaient super contentes parce qu'elles voyaient Motul affiché en grand à côté de grandes entreprises. Donc on avait été nous aussi lauréats à un moment. C'est vrai que c'est un bel événement. Mathieu, merci, c'était hyper intéressant. On a vraiment couvert pas mal d'aspects. On a couvert les aspects de sécurité, d'IA, de gestion des équipes, de communication. Donc c'est des sujets qui reviennent beaucoup, mais c'est intéressant d'avoir vraiment les différentes perspectives et je pense que la tienne est assez intéressante. Donc merci beaucoup pour cette interview et je te laisse le mot de la fin. Merci Pierre. C'est l'occasion pour moi aussi de faire un peu un rétexte sur ces 5 dernières années, voire peut-être même les 20-25 dernières années de carrière. Ce qui est intéressant, c'est de prendre justement du recul sur les travaux qui ont été réalisés les 5 dernières années, principalement chez Motul, et de voir justement l'activité, le avant, le après, qui est toujours un peu difficile à faire quand on a la tête dans le guidon. Donc merci pour cet échange et puis pour avoir abordé ces sujets. Merci, avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Spotify, sur YouTube. C'est un vrai plaisir, donc je remercie toute l'équipe de CIO Pioneers, toute l'équipe de Lemon Learning et aussi les DSI qui viennent de plus en plus nombreux. Si vous aussi vous êtes DSI, que vous innovez, que vous avez envie de présenter ce que vous faites, n'hésitez pas à nous contacter. On a tous les liens en description également. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Lemon Learning, vous avez le lien également. Puis je vous dis au prochain épisode. Merci.